Bien, mesdames et messieurs, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à la mairie pour cette nouvelle séance du conseil municipal. Voilà, qu'on peut commencer à l'heure. Je pense que tout le monde n'est pas encore arrivé, mais enfin, voilà, je pense qu'il vaut mieux qu'on la démarre maintenant. Séance du conseil dont je vais vous lire l'ordre du jour et que je vais commencer conformément à la procédure par faire l'appel. Françoise Ballester. Bernard Bastier. Philippe Blesbois. Arlette Buzaré. Gwenaël Courtet. Chaud-Daniel présent. Guy Decroix. Madame Chantal Demangeon présente. Monsieur Alain Degré. Monsieur Hugues Deveau-Marcoff. Monsieur Franck Duval. Madame Marie-Lise Fouadard. Alors, Madame Fréhou est absente et elle a donné une procuration à Madame Marie-Lise Fouadard. Monsieur Thierry Gaëtan. Madame Anne-Marie Garanger. Monsieur Jacques Grévès. Monsieur Christian Guéguin. Alors, Monsieur Patrick Guilbaudot est absent et a donné une procuration à Patrice Jacqueminot, qui a accepté. Donc, Monsieur Patrice Jacqueminot est présent. Monsieur Régis Cardeluet est présent. Monsieur Didier Lemarchand présent. Madame Isabelle Loisel est présente. Madame Séverine Lefloc est présente. Madame Marie-Vonne Legal. Monsieur Pierre-Yves Legrognec. Monsieur Patrice Destainf. Monsieur Jean-Jacques Marteil. Madame Laetitia Méloin. Madame Anaïg Mestric est absente et a donné une procuration à Patrice Destainf, qui a accepté. Monsieur Lucien Monnery est présent. Madame Estelle Moriot est présente. Monsieur Jean-François Salvat, présent. Et monsieur Georges Thierry est présent. Parfait. Je vais vous lire l'ordre du jour. Donc, on va approuver le procès-verbal de notre dernier conseil. On va valider, en tout cas, on va proposer à la validation la modification de la composition des commissions. On va revenir sur le budget primitif pour une décision modificative, faire le point sur des autorisations de crédit d'investissement pour 2025, valider aussi une admission en non-valeur. On fera le point et on présentera la subvention de fonctionnement au CCAS pour 2025. Idem pour l'Estran, les tarifs municipaux. On va nous présenter la convention avec l'école de musique, EMG. On fera un point sur la révision du RIFSEP et le régime indemnitaire de la filière spécifique pour la police municipale. Il y aura une mise à jour du tableau des effectifs avec la suppression de grades. On va faire le point sur la nouvelle convention, enfin la reconduction de la convention avec la fondation Kerjan, des échanges de parcelles entre Morbihan Habitat et la ville pour la requalification urbaine de Kergouez. On va régulariser l'assiette d'un caniveau à Kervignou, valider la dénomination d'une voie à Scubidan, dénomination de voie pour des adresses donc sur la route départementale 152 et ce qu'on appelle la route des Allemands, et le rapport d'activité 2023 de Morbihan Énergie. Et je dois vous faire savoir que par rapport à l'ordre du jour initial, j'ai décidé, enfin en tout cas j'ai fait valider la possibilité de retirer une question qui concernait la vente d'un chemin d'exploitation sur le village de Kerlec, puisque vérification faite, il nous manquait un document ou deux, et donc on a préféré attendre de les avoir pour la ramener devant le Conseil quand tous les documents seront complets, et je l'ai fait en application alors des dispositions que j'ai vérifiées et qui me permettent, qui m'autorisent à rectifier ou à modifier l'ordre du jour du Conseil au dernier moment, si cela semble utile. Donc voilà, ceci étant dit, je vais passer à l'ordre du jour et je voudrais revenir sur voilà, le compte rendu, le procès-verbal du dernier Conseil. Vous l'avez tous reçu et vous avez tous pu en prendre connaissance. Y a-t-il des observations, des commentaires sur ce compte rendu? Oui.
précédent conseil, vous avez prétendu en séance, comme cela est repris en page 4 du compte rendu, il suffisait de vous poser des questions ou de consulter le site internet de l'AGLO pour être informé des positions de la conférence des maires. Bien entendu, c'est faux et c'est méprisant. Il faudrait que les questions donnent lieu à des réponses claires et explicites de votre part ou que la conférence des maires soit d'une instance visible sur le site de l'AGLO, ce qui n'est pas le cas. Je rappelle que la conférence des maires est prévue dans le pacte de gouvernance, mais ce qu'elle fait serait à usage réservé. Pourtant, la réglementation est claire. Selon l'article L 5211-40-2, qui dit « Si la conférence des maires émet des avis, ceux-ci sont adressés à l'ensemble des conseillers municipaux des communes membres de l'établissement public intercommunal. » Faut-il rappeler que cette disposition est inscrite dans le chapitre « Démocratie et transparence ». En novembre 2022, lors de l'examen du pacte de gouvernance, les mêmes observations vous ont été faites. Vous deviez les transmettre. Que sont-elles devenues? Si vous le sollicitez, l'ex-ministre peut maintenant trouver un peu de temps pour trouver une solution plus appropriée que le jeu des questions-réponses ou un site muet sur le sujet. Donc nous nous abstiendrons sur le compte. D'accord, et puis est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? En tout cas, moi je ferai remarquer que normalement le compte rendu figure. C'est vrai que je ne vérifie pas s'il y est ou pas. Il m'est dit qu'il figure, donc voilà, je n'ai pas d'observation là-dessus, mais je ferai part de cette observation particulière pour que chacun puisse en prendre connaissance, et donc que les services de l'AGLO qui sont chargés de ça, généralement, c'est une des rares fois où j'entends dire que les comptes rendus et ce qui est affiché sur le site de l'AGLO n'est pas complet, mais je leur transmettrai, vous pouvez compter. Non, mais la conférence des maires, en principe, ce sont les maires qui, dans chacune de leurs communes, donnent les positions de cette conférence. Et ça se fait dans certaines communes, ça ne se fait pas dans tout. Si vous voulez, je vais vous donner un relevé des communes où ça se fait. Et ça, bien entendu, il faudrait, dans l'absolu, actualiser le pacte de gouvernance pour introduire cette modification législative qui est intervenue explicitement en 2022. Mais, normalement, les citoyens que nous sommes ici élus, nous devrions avoir en toute simplicité les positions de la conférence des maires. Et il n'a pas besoin d'aller voir le site internet. Ça, c'est de la démocratie pour d'image, mais pas de vraie démocratie. Bon, en tout cas, je transmettrai ça et je veux bien faire en sorte à ce qu'on vous donne l'ordre du jour de la conférence des maires, vous sachiez un peu un certain nombre de choses comme ça, s'il y a besoin. On n'a rien à cacher là-dessus, de ce côté-là, il n'y a vraiment rien à cacher. Mais en tout cas, bon, je prends note de tout ça. Est-ce que quelqu'un d'autre veut dire quelque chose sur ce compte rendu? Non? Donc, sur ce compte rendu que je soumets à vos voix, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, vous êtes 4 personnes à s'abstenir et les autres l'approuvent. Je vous en remercie. Alors, ceci étant fait, on va passer maintenant à la question sur la composition des commissions. Modification de la composition des commissions. Donc, il appartient au conseil municipal, vous le savez, de décider du nombre de conseillers qui siègent au sein de chaque commission et de les désigner. Dans les communes de plus de 1000 habitants, les commissions doivent être composées de façon à respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre donc de favoriser une expression pluraliste des élus au sein de l'Assemblée communale. La loi ne fixant pas de méthode précise pour cette répartition de sièges, il appartient au Conseil de rechercher la pondération politique qui reflète le plus fidèlement possible la composition de l'Assemblée délibérante et qui assure en même temps à chacune des tendances en son sein la possibilité d'avoir au moins un représentant dans chaque commission. Ainsi, lors de la séance d'installation du 4 juillet 2020, notre conseil municipal avait décidé de fixer à 12 le nombre de conseillers siégeant dans chacune des commissions,
le maire en étant président de droit, et de répartir les conseillers de la manière suivante pour respecter le principe de la représentation proportionnelle. 7 pour la majorité municipale, Guidel au cœur, 3 pour la liste Guidel Avenir et 2 pour Guidel pour tous. Lucien Monnery, monsieur Lucien Monnery, désormais conseiller indépendant n'appartenant plus à la majorité municipale, a fait part de sa volonté d'intégrer l'ensemble des commissions. Le nombre des conseillers siégeant dans chacune des commissions serait donc porté à 13 et la répartition en serait la suivante. 7 pour la majorité municipale Guidel au cœur, 3 pour Guidel Avenir, 2 pour la liste Guidel pour tous et 1 pour M. Monnery, conseiller indépendant. Il est donc proposé de porter à 13 le nombre de conseillers siégeant dans chacune des commissions et de désigner Lucien Monnery donc, comme membre de ces commissions. La commission 1, administration générale, finances, ressources humaines et relations avec les partenaires institutionnels. La commission 2, travaux, urbanisme, environnement et transition. La 3, éducation, enfance, jeunesse et sport. La 4, affaires sociales et emploi. Et M. Monnery, qui est déjà membre de la commission numéro 5, culture, animation, jumelage et manifestation, pourra continuer à y siéger, mais il y sera représenté pour Guidel au cœur par un élu majoritaire. Et à cette fin, il sera proposé de désigner Mme Maryvonne Le Gall. Donc voilà un peu la nouvelle répartition des commissions que nous vous proposons. Et je voudrais savoir si quelqu'un souhaite faire un commentaire, s'il y a une observation, s'il y a quelque chose à dire. Oui, monsieur Le Grenier. Oui, j'ai quelques observations. Nous avons quelques observations. Vous avez été informé par M. Lucien Monnery en janvier 2024 de son changement d'équipage. Il vous a fallu du temps et des tergiversations pour tirer toutes les conséquences de ce changement de situation, de janvier jusqu'à décembre. Vous aviez été bien naïf de considérer qu'une adhésion à titre individuel serait sans effet et confidentiel. Prenant enfin conscience de la portée de l'engagement de M. Monnery, vous lui avez retiré sa délégation à la mémoire patriotique et à la sécurité en juin dernier. Une clarification bien entendu indispensable en raison de la nature de ses fonctions publiques. Mais pour le renouvellement des commissions, il nous a fallu rappeler que la mise à jour relevait de la compétence du Conseil et non d'un arrangement sur un coin de table. Maintenant, c'est fait. Et que de temps passé pour se dépêtrer des effets d'une démarche individuelle a priori simple à gérer, dont les conséquences étaient faciles à tirer. Notre commune a jusqu'à présent été épargnée par la représentation du Rassemblement national au sein de ce Conseil. Elle ne l'est plus au terme d'une décision personnelle et non par le choix démocratique exprimé par des électeurs. Ce processus insidieux de normalisation d'un parti, contraire à nos valeurs politiques et démocratiques, ne peut nous convenir. Nous voterons contre cette proposition. Bien, j'en prends note. Est-ce que quelqu'un veut faire une autre observation? Est-ce qu'il y a un commentaire, quelque chose? J'ai juste une petite... je ne ferai pas de commentaire politique. Juste une petite chose sur la dénomination de la commission numéro 2. C'est travaux, urbanisme, environnement, transition et sécurité. Attendez que je reprenne. Travaux, comment vous dites? Urbanisme, environnement et transition. Oui, et puis, ah, et sécurité. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi sécurité là-dedans. Je pense que c'est un oubli un oubli de rédaction. D'accord. Bien. Est-ce qu'il y a encore d'autres observations, d'autres commentaires? Alors, écoutez, je soumets ça à votre vote. Donc, qui est contre la nouvelle répartition et désignation, la nouvelle composition des commissions? 1, 2, 3, 4. Qui s'abstient? Personne. Donc, c'est adopté. Je vous en remercie.
Alors, délibération suivante, le budget primitif, présentation du budget primitif et surtout de la décision modificative numéro 1. Et je vais passer la parole à M. Patrice Jacqueminot qui va démarrer d'ailleurs plusieurs délibérations à ce suivre. Merci. Patrice, à toi la parole. Bien, cette décision modificative concerne en premier lieu la section investissement. En effet, pour financer la participation de la ville de Guidel aux travaux du double giratoire en sortie de la voie express, il est nécessaire de transférer des crédits qui étaient disponibles sur le compte 2151 réseau de voirie pour 63 000 €. C'est simplement compte à compte. Autre sujet concernant les investissements, afin de régulariser les avances versées à des fournisseurs dans le cadre des travaux de l'autorisation de programme 19 concernant le sémaphore. Il convient d'approvisionner ces avances pour 9 361,20 € en diminuant les immunisations en cours. Et dernier point, écriture d'ordre. C'est une écriture de compte à compte qui concerne des cessions d'immobilisation. En fait, c'est pour solder les valeurs nettes comptables de biens qui ont été cédés dans le cadre de la ZAC Centre. Toutes ces opérations sont neutres en termes de résultats. Elles concernent simplement des comptes de la classe 2. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Non. Donc, je vous propose de passer au vote. Donc, vu l'avis de la commission administration générale du 25 novembre, il nous est demandé d'approuver la décision modificative numéro 1, précisée ci-dessus, que je vais vous préciser. Qui vote contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci. Le point suivant concerne une autorisation de crédit d'investissement sur 2025. C'est une opération que nous faisons tous les ans en fin d'exercice, puisque à compter du 1er janvier 2025 et jusqu'au vote du budget primitif 2025, qui a lieu en fin de premier trimestre 2025, la commune ne pourra pas procéder au paiement de dépenses d'investissement sans autorisation expresse du conseil municipal. Donc il nous est demandé d'accorder d'ouvrir des crédits à hauteur de 25% des crédits de l'exercice antérieur. Tout cela porte sur un montant total de 1 575 543 €, étant entendu que ce sera intégré dans le processus budgétaire 2025. Un second point concernant ces crédits par avance concerne le compte 16 449. Ce sont des opérations afférentes à un tirage. En fait, il y a un emprunt dont il faudra assurer un paiement de 53 660 €. Il nous est demandé d'autoriser par anticipation au vote du budget une autorisation pour ce montant. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Ce sont des avenants techniques, assez classiques. Donc je vous propose de passer au vote. Vu l'avis de la commission administration générale, finances, ressources humaines et relations avec les partenaires institutionnels du 25 novembre, il nous est demandé d'autoriser, monsieur le maire, à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite d'un quart des crédits ouverts en 2024 et également cette opération concernant le crédit. Qui vote contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Pardon, excusez-moi. Non, c'est hors procès-verbal. C'est technique, mais c'est quand même très important. Non, je n'ai pas dit que ça n'était pas. C'est surtout indispensable pour pouvoir fonctionner les 3 premiers mois. Merci. On était hors procès-verbal, c'est ça? Bien. Le point suivant concerne une admission en non-valeur et des créances éteintes et créances irrécouvrables. La ville est saisie par le trésorier principal d'une demande d'admission en non-valeur, éteinte et en créances irrécouvrables.
Cela concerne des sommes que les redevables ne peuvent pas payer et où il n'est pas possible de récupérer ces sommes. En l'occurrence, le premier chapitre qui concerne les créances irrécouvrables, pour un montant total de 1080,59 €, concerne 29 pièces, à savoir concernant la cantine, garderie et CLSH, pour un montant de 1079,59 €. Là, il y a 28 pièces, et une pièce pour 1 €. Ce sont des créances diverses. Autre chose, les admissions en non-valeur des créances éteintes. Là, il y a une pièce pour 73,30 € qui concerne une redevance pour occupation de domaine public. Le Trésor public n'arrive pas à recouvrer ces sommes. Voilà. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Non. Bien, donc nous allons procéder au vote. Vu l'avis de la Commission Administration Générale Finances, il nous est demandé d'autoriser l'admission en non-valeur des créances irrécouvrables pour 1080,59 € et l'admission en non-valeur des créances éteintes pour 73,30 €. Qui vote contre? Je voudrais préciser, parce qu'on l'avait dit aussi en commission, on a 1000 € en cantine garderie et l'ensemble du volume qui était concerné, en gros 2 ans avant, hein, c'est-à-dire en 2022, on était à 626 000 €. Donc il y a environ 1000 € d'impayés sur 626 000. Ça permet aussi de situer le niveau de risque. Hein. Hein, c'est important. Voilà. Qui vote contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Bien, merci. Je vais passer la parole à Arlette maintenant pour la présentation de la subvention de fonctionnement au CCAS pour l'année 2025. Donc, subvention de fonctionnement au CCAS 2025. Donc, le CCAS est un établissement public communal compétent en matière d'aide sociale et d'action sociale. Il gère les services et équipements en faveur des différents publics, personnes âgées ou personnes en difficulté, familles, enfants, multi-accueil, RPE. Afin d'assurer une bonne gestion et dans la mesure où le versement de cette subvention intervient dès le mois de janvier, il a été proposé depuis 2015 de fixer et de voter le montant de cette subvention en 2 temps. En fin d'année N-1, vote d'un montant forfaitaire de base et à l'occasion du vote du budget, ajustement du montant à verser au CCAS. Pour 2025, il est proposé de maintenir une subvention de 500 000 € au titre de la première tranche et d'ajuster lors du vote du budget le montant complémentaire à verser. Pour rappel, en 2022, le CCAS avait eu 662 200. En 2023 et 2024, 791 000. Donc, le conseil municipal, après en avoir délibéré, vu la commission administration générale, finances, ressources humaines et relations avec les partenaires institutionnels en date du 25 novembre, accorde une subvention d'un montant de 500 000 € au titre de la première tranche et précise que le montant complémentaire à verser sera ajusté lors du vote du budget. Est-ce qu'il y a des questions ? Passe au vote. Donc, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est voté. Je vous remercie. Bien, merci Arlette. Jean-Jacques Marteil, on va faire le même exercice pour la subvention de fonctionnement de l'Estran. À toi la parole. Oui, merci. Donc, subvention de fonctionnement à l'Estran pour 2025. Donc, depuis le 1er janvier 2018, l'Estran est un établissement public administratif rattaché à la commune au même titre que le CCAS. Par délibération du 28 novembre 2017, le conseil municipal avait fixé à 310 000 € le montant de la dotation initiale et avait précisé que pour les années suivantes, l'attribution d'une subvention à l'Estran se ferait comme pour le CCAS en 2 temps. En fin d'année N-1, vote d'un montant forfaitaire de base et à l'occasion du vote du budget, ajustement du montant à verser. Donc, pour rappel, en 2022, au total, c'était 308 000 €. En 2023 également. Et en 2024, 317 000 €. Il est proposé de fixer le montant de la subvention versée à l'Estran au titre de la première tranche 2025 à 200 000 €. Donc, le conseil municipal, après en avoir délibéré,
On n'a pas encore le montant tout à fait l'Estran n'a pas encore finalisé son budget, donc on ne sait pas exactement l'enveloppe complémentaire qui sera attribuée. Donc, vu l'avis de la commission culture, animation, jumelage et manifestation du 19 novembre 2024, vu la commission administration générale, finances, ressources humaines et relations avec les partenaires institutionnels en date du 25 novembre 2025, devra accorder une subvention d'un montant de 200 000 € au titre de la première tranche et préciser que le montant complémentaire sera versé après le vote du budget. Bon, c'est quelque chose qu'on fait tous les ans, donc qui vote contre, qui s'abstient. Non, j'ai posé, j'ai posé la question de savoir, c'est quelque chose qu'on faisait tous les ans. Bon, ça ne pose pas véritablement de problème, et on en a débattu en commission. Donc voilà, qui vote contre, qui s'abstient, c'est adopté à l'unanimité. Merci. Jean-Jacques, merci bien. Je repasse la parole. Monsieur, s'il vous plaît, avant de continuer, oui. Vous avez 4 micros. Nos 2 micros, il se trouve qu'ils sont cassés tous les deux. Est-ce qu'on pourrait en récupérer un de vos 4, s'il vous plaît? Voilà, merci. Voilà. Pourquoi il ne marche pas? Bon, il doit y avoir un ostracisme de... C'est volontaire, Bernard. C'est volontaire. Bon, bah écoutez, voilà, très bien. Bon, donc je passe maintenant la parole à Patrice Jacqueminot pour les tarifs municipaux, puis la convention avec l'école de musique, puis le RIPSER. Voilà. Le vote fonctionne. Ah oui, oui. Allez, vas-y, Patrice. Bien, je vous propose maintenant de parler des tarifs municipaux. On va balayer très rapidement. Il est à noter que les tarifs de la médiathèque et de la ludothèque et de l'Estran restent inchangés. Concernant les associations, c'est aussi, on reste dans les tarifs existants, à l'exception de l'allocation de la salle Tianol, qui est augmentée, passant de 60 à 70 €. Concernant l'occupation du domaine public, il est proposé une progression de l'ordre de 2%. Et en ce qui concerne le tarif des emplacements pour les marchés, tarif à la journée, proposé une augmentation de 3,45%. On précise également que pour le marché de Noël, les emplacements seront gratuits. Concernant les cimetières, et après avoir regardé les tarifs environnants, tant l'agglomération de Lorient qu'à Perlé, il est proposé de maintenir les tarifs à l'exception des tarifs pour les concessions de terrain et pour la chambre funéraire qui augmentent. Voilà ce qui est proposé, qui a été analysé. On a toutes les grilles de tarifs. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Non. Bien, je vous demande donc, nous allons procéder au vote. Alors, il nous est demandé, après la commission culture, animation, commission travaux, urbanisme et la commission administration générale, finances, d'approuver ces nouveaux tarifs municipaux pour 2025. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Maintenant, bien, continuez. Oui. Maintenant, nous arrivons à la convention pour l'école de musique de Guidel, EMG. Notre convention est arrivée à échéance au mois de septembre, donc il y a lieu de refaire une nouvelle convention pour 3 ans. Et notre attention a été attirée par l'EMG qui a des contraintes, notamment en matière de convention collective, qui pèsent très sensiblement sur leur compte. Donc, il nous est proposé là une nouvelle convention avec des évolutions tarifaires qui conduisent à une augmentation sensible de l'ordre pour l'année à venir de 11,5%, qui concerne ça lié à l'évolution notamment des conventions collectives qui sont imposées à EMG. Cette nouvelle convention, une autre nouveauté, il y a une formule d'indexation pour permettre l'évolution de notre subvention en ligne avec l'évolution de la convention collective.
Cette indexation est plafonnée d'une année sur l'autre à un niveau de 4%, afin d'éviter des sauts trop importants. Voilà ce que l'on peut en dire très sommairement. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Quelles questions? Des remarques? Oui. J'ai bien. Oui, alors ce coup-ci, il fonctionne. La convention collective, c'est uniquement pour le traitement, les salaires des enseignants, c'est ça? Non, ça concerne tous les salariés. Tous les salariés? Oui, la convention collective, elle concerne l'activité école de musique. D'accord. Donc je pose la question parce que ça, non. Vous n'avez pas percuté en commission, on n'avait pas parlé Non, de commission alors, par collective. contre, en commission, pour illustrer, oui, j'ai pris le salaire d'un enseignant, mais quand la convention augmente de 1%, les cadres, tous les postes augmentent de 1%. D'accord. Hein, voilà. Alors, cette nouvelle convention se propose donc de renouveler le dispositif d'aide à l'association École de musique de Guidel, précédemment dénommée Ateliers musicaux de Guidel. Notons au passage que ce glissement sémantique n'est pas anodin, puisqu'il invite à identifier cette école comme étant une entité municipale. Aujourd'hui, cette association a besoin de subsides publics pour assurer son fonctionnement. Mais il ne s'agit plus d'assurer son sauvetage et sa survie comme cela a été le cas dans les années passées, ni de lui fournir une aide marginale comme à d'autres associations. Il s'agit bien d'assurer son fonctionnement courant pour les 3 années à venir. Nous avons bien noté que la nouvelle gouvernance se veut plus vertueuse et plus économe. Nous nous en réjouissons et félicitons les nouveaux administrateurs pour cette attitude résolument positive. Néanmoins, le montant global des subventions proposées cette année atteindrait environ 142 000 euros, contre 115 000 l'an dernier, soit une augmentation d'environ 23%, ce qui est considérable. La convention proposée institue une subvention pouvant atteindre 5 000 euros dans le seul but de produire au maximum 5 manifestations publiques gratuites par an. C'est 1,5 fois ce qui va être proposé dans un bordereau suivant au profit de la Fondation Kerjan pour une activité similaire. Pourquoi se priver de ressources propres alors qu'il y aurait là une source de financement possible pour l'association? Cette convention prévoit aussi l'indexation automatique des rémunérations des professeurs, et donc pas que des professeurs, si je comprends bien, mais de l'ensemble des salariés, au titre du glissement vieillesse-technicité, GVT, comme s'il s'agissait d'agents municipaux. C'est pour le moins surprenant. On peut donc s'interroger sur le bien fondé d'accorder une subvention. On peut également s'interroger sur le bien fondé d'accorder une subvention pour les adultes. Nous pensons que l'aide ne devrait s'appliquer qu'au profit des seuls enfants et mineurs guidellois. Concernant la gestion des deniers publics, nous ne doutons évidemment pas de la probité des administrateurs ni de leur capacité de gestionnaire. Mais nous sommes réservés sur la procédure établie, car même si l'association a l'obligation de fournir a posteriori des éléments de suivi, nous lui donnons de fait un blanc-seing sur la gestion des deniers publics. Notons que le montant de la subvention est lié au nombre d'inscrits au 1er décembre. Quid en cas de défection après cette date? Ne pourrait-on pas envisager un état trimestriel de situation des inscrits ou à défaut un état au 1er décembre et au 1er mars? Le budget de l'association étant d'environ 230 000 euros, dont 210 000 pour les rémunérations des enseignants et donc des autres salariés, comme vous l'avez indiqué. Cela revient à dire que les deniers publics assurent plus de 60% des ressources de l'association. À partir d'un tel seuil, peut-on encore parler d'association quand celle-ci dépend à ce point des deniers publics? Cela n'est plus tenable dans le contexte économique actuel. Nous ne sommes pas opposés par principe au subventionnement de la vie associative. Nous sommes même tout à fait favorables à aider les associations dès lors que celles-ci jouent un rôle social, culturel ou économique significatif dans la vie communale. Et c'est le cas ici. Mais nous estimons qu'il y a là un abus de l'utilisation des deniers publics et qu'il faut revenir à des montants d'aide plus raisonnables. Enfin, nous émettons des réserves sur la sécurité juridique d'un tel montage financier pour une simple association, fût-elle une école de musique. Nous estimons que la convention, telle que rédigée, pourrait exposer la commune à des risques. Nous voterons donc contre ce projet de convention. D'autres prises de parole? Oui, ça va être.
Oui, ça va être rapide. C'est vrai que... Ça marche pas? Si, ça marche. Non, on voulait juste noter que c'est vrai que la politique culturelle, quand on voit un petit peu les rigueurs budgétaires qui ont été appliquées au niveau national, moi je me satisfais de voir l'effort qui a été apporté notamment sur la politique culturelle, parce que beaucoup de collectivités sont contraintes ou imaginent que de faire des économies par rapport à ce que les normes qui sont imposées au niveau national, c'est la politique culturelle qui en pâtit. Et je tenais à souligner l'effort qui a été porté sur la politique culturelle en local, car c'est vrai qu'on est en contre-courant peut-être par rapport à certaines collectivités qui seront peut-être obligées de faire des économies. Je voulais juste aussi interroger aussi nos camarades de Guide à l'avenir. C'est vrai que moi je m'étonne, quand on fait l'éloge un petit peu du budget, on dit qu'il y a 23% d'augmentation sur le budget, de la subvention qui est donnée à l'école de musique. Par rapport aux propos qui ont été tenus lors du dernier terre-mer, en printemps dernier, je cite, c'est vos écrits, l'ESTRAN et surtout l'école de musique, qui consiste essentiellement à assurer des rémunérations, c'est-à-dire que le financement concernant l'ESTRAN et surtout l'école de musique, qui consiste essentiellement à assurer des rémunérations, est disproportionné au regard des résultats. Au regard des résultats. Là, on augmente, vous dites 23%, voilà, c'est bien. Mais avant, il y avait 23% en moins, mais au regard des résultats, c'est disproportionné. Quelle est la nature de la disproportion avec cette nouvelle convention? Bien. Pardon. Moi, je me réjouis de cet effort particulier en faveur de la musique. J'aurais aimé qu'en d'autres temps, cette type de démarche aurait pu être menée. En définitive, cet effort en faveur d'activités culturelles, puisqu'il faut inscrire cela dans un panel un peu plus large que la simple musique, ce développement d'activités culturelles est le complément aussi naturel d'efforts faits dans d'autres secteurs tels que les activités sportives, et il n'est pas illégitime qu'après avoir servi un pendant de centres d'intérêt pour des jeunes et des moins jeunes, on puisse aujourd'hui ou demain accompagner des activités d'apprentissage, musique ou d'autres. C'est une manière, je ne sais pas si ça répond toujours à cela, c'est une manière de réduire les inégalités sociales. Chacun sait qu'on a beaucoup de mal, l'école a beaucoup de mal à réduire les différences qui se présentent à l'entrée, puis ensuite à la sortie. Et il faut espérer que des démarches complémentaires au système scolaire puissent répondre à des apprentissages, comment je vais dire, positifs pour nos enfants et les plus grands. En ce qui concerne, dernier point technique, sur lequel je suis un peu sensible, le GVT, on en parle beaucoup pour les fonctionnaires, c'est vrai parce que c'est un concept, un acronyme qui a été inventé pour les fonctionnaires, mais il existe aussi dans le secteur privé, bien entendu. Les progressions de salaire, elles existent dans le privé comme dans le public et quelquefois de façon plus rapide. Bien. Bien. Je propose de répondre à quelques points techniques et puis ensuite je laisserai la parole à Monsieur le maire sur un sujet, la vision avec la culture de façon générale et l'école de musique en particulier. Concernant il a été évoqué tout à l'heure le changement de nom de l'atelier musicaux de Guilhel à École de musique de Guilhel. C'est une décision de l'école, qui est une association indépendante, qui a en son sein décidé de modifier cette dénomination. On n'a pas été partie prenante, ni demandeur, ni refuseur. On a été devant le fait accompli d'une décision prise au sein d'une association. Tout à l'heure, il a été évoqué, vous avez évoqué un montant total de 142 000 euros. Non, le montant total optimum, actuellement, avant indexation, je parle des valeurs actuelles, il est de 137 000 euros. Et a priori, le réel serait de l'ordre de 124 850, eu égard au fait qu'il n'y ait que 171 élèves guidellois inscrits à ce jour.
La difficulté de dénombrer le nombre d'élèves, c'est à quel moment on top. Tout en début, si on prend le mois de septembre, tous ne sont pas inscrits, etc. Et quand les gens s'inscrivent, ils s'inscrivent pour l'année. Donc ils payent pour l'année. Donc il y a un moment, on considère qu'à partir de décembre, il n'y a plus beaucoup de nouvelles inscriptions. Quelques mots sur le GVT. Le GVT, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est l'application de la convention collective, encore une fois, qui attribue mécaniquement, tous les 2 ans, des points qui font qu'on est mécaniquement sur un GVT de 1%. Ce n'est pas quelque chose, une inspiration comme ça. Voilà ce que je pouvais dire au niveau technique. Je laisse la parole à monsieur le maire. Merci Patrice. Moi je voulais. Ah, ça marche ou ça marche pas? Hop là. Est-ce que ça marche là? Non. Alors, il faut que je passe mal au micro. Bien, merci Patrice. Oui. Moi je voulais revenir un petit peu quand même sur quelques points. Il y a à peu près 2 ans et demi, entre 2 et 3 ans, l'école était, si je puis dire, entre guillemets, menacée de fermeture. Je pense que certains se souviennent que les dirigeants trouvaient que ça devenait trop difficile, etc. Et certains voulaient laisser tomber. Enfin, et il y avait une sorte de crise un peu qui arrivait devant cette école et à laquelle, en tout cas, à plusieurs, on a cherché à faire face. Alors, plusieurs, Jean-Jacques y était, Christian y était, et Patrice et moi-même. Et je dois dire que pendant toute cette période, en tout cas, un chemin important a été fait avec les parents d'élèves et les dirigeants de l'association, si je puis dire, pour les remobiliser, les remotiver et les inscrire dans des perspectives de développement, dans des perspectives alors d'amélioration aussi de la qualité des prestations, etc. Mais on est aussi parti, et je le redis, c'est une richesse pour notre ville d'avoir une bonne école de musique, de former des gens au solfège, etc., etc. Et je confirme ce qui a été dit, c'est un élément fort de notre politique culturelle. En tout cas, je me réjouis, moi, de ce que j'ai entendu par rapport à cette affaire-là, et je confirme effectivement la poursuite de l'engagement de la ville aux côtés de l'école de musique. On a rencontré, il y a peu de temps, Patrice et moi, on a rencontré les principaux dirigeants de cette école, et on est bien sur la même longueur d'onde. Ils sont plus responsabilisés qu'auparavant, c'est-à-dire qu'ils ont en charge une partie de la gestion et de la constitution du budget. Nous, on arrive en renfort ou en soutien. En tout cas, ils se prennent en main, ils apportent des responsables des animations pourront le voir, ils vont apporter des prestations lors de grandes manifestations, telles la fête de la musique, enfin, telles à diverses occasions. Ils n'ont pas les 200 élèves guidellois comme prévu, ils en ont 175 ou quelque chose comme ça. En tout cas, moi, ce que je dois dire, c'est qu'ils sont, selon nous, sur une bonne voie. Ils ne demandent pas d'assistance et une dépendance totalement de nous. Ils cherchent à se prendre en charge. Et on est bien dans une démarche, alors qu'on peut appeler partenariale, participative, etc. En tout cas, ils sont, selon nous, dans une démarche de progrès. Et encore une fois, je remercie aussi Patrice de l'accompagnement un peu serré qui a été fait à certains moments, notamment du point de vue des finances. En fait, on voit bien que quand tout le monde s'y met, on travaille bien ensemble et c'est pour le progrès et le bonheur de tous. Voilà, en tout cas, tu vas pouvoir faire passer au vote, Patrice, si tu le veux bien. Avant le vote, puisqu'on a été directement interpellé sur ce sujet, il ne s'agit pas de remettre en cause l'aide d'une manière générale, c'est ce qu'on a dit. Quand vous dites et on va les aider, quand la commune assure plus de 60% du financement d'une association, c'est plus une aide. C'est ça qu'on veut dire. Ensuite, la convention telle qu'elle est faite, elle a été vue par les avocats, les choses comme ça, pour vos avocats. Nous, ça nous semble, la démarche, elle est porteuse de risques juridiques. On le sent. Après, bon, c'est notre avis. Vous avez le droit de ne pas être de cet avis. Nous, on vous donne notre sentiment. Voilà. Donc ensuite, bien évidemment, le taux aurait été inférieur. Bon, oui, très bien. Mais on n'a jamais refusé des subventions pour qui que ce soit.
Mais là, ça nous semble à la fois ça nous semble excessif et on n'est plus dans l'aide marginale, comme vous venez de dire, on ne les aide pas. C'est plus une aide. C'est ça qu'on veut dire. Même si, toute chose égale par ailleurs, la gestion est vertueuse, etc. Ça, on n'en disconvient pas et on fait confiance aux gens pour ça. Il n'y a pas de problème. Voilà. C'est tout ce qu'on veut dire. C'est uniquement sur cette convention. C'est évidemment pas sur. On ne remet pas en cause l'existence d'une aide apportée à l'école. Bien. Juste, moi, je vais intervenir quand même sur le paiement. Ils payent au trimestre. Ils demandent aux gens de s'engager à l'année, mais chaque personne paye au trimestre. Donc ça veut. J'ai pas dit le contraire. Hein. Oui, non, mais ça veut dire que si quelqu'un s'engage, ils peuvent s'engager pour un trimestre, mais si la personne a décidé d'arrêter, le dernier trimestre, elle le paye. Je pense que c'est plutôt une facilité de paiement. Je ne suis pas si sûre que ça. Non, je ne sais pas. Justement. D'après ce que j'ai cru comprendre à l'école de musique. Enfin, je vérifierai, mais bon. Mais enfin, ceux qui s'inscrivent. Allez-y, monsieur. Non, je vais reprendre un peu la parole. Guidel Avenir est totalement pour la culture au niveau de Guidel. Ça, là-dessus, il n'y a aucun problème, contrairement à des propos qui ont été rapportés. Mais c'est une question de niveau, c'est tout. S'il vous plaît, je n'ai pas coupé la parole. On ne coupe pas la parole aux autres. S'il vous plaît, merci. Ensuite, deuxième critère que j'ai remarqué, c'est que au niveau de certains organismes ou quoi que ce soit, on demande une vérification trimestrielle ou 2 fois ou 3 fois dans l'année pour vérifier le nombre d'inscrits sur certaines associations ou écoles éventuellement. Donc là, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir une vision sur, c'est pour ça que nous l'avons fait apparaître, de faire une situation trimestrielle au 1er décembre, au 1er mars ou quoi que ce soit, de façon à avoir une vision sur l'évolution ou le contraire au niveau de cette école. Voilà, c'est tout, c'est uniquement ça. Et le risque qu'on a fait apparaître aussi, c'est sur la convention elle-même. Elle nous paraît avec des mentions, bon, on s'inquiète sur ce plan-là. On ne veut pas que dans 1 an, dans 2 ans, il y ait des problèmes. C'est tout. On veut une clarté au niveau de cette convention. C'est ça notre propos réel sur ce sujet. Voilà. Bien. Donc, moi, j'entends bien ces questions trimestrielles. Dans le document, il est prévu un document de communication entre eux et nous. Hein, on ajoutera le point à fin de chaque trimestre du nombre d'élèves. Voilà, ça c'est un point acquis. Et d'ailleurs, sur les aspects un peu juridiques, etc., vous avez fait une remarque concernant la résiliation, hein, qui n'était pas bien formulée. Je crois qu'on l'a modifié. Et apparemment, vous n'avez pas résoulevé le problème. Donc je pense qu'on peut considérer on est d'accord. Hein. Donc vous voyez bien qu'on est vraiment dans l'échange. Hein. Maintenant, donc, nous allons procéder au vote pour cette convention qui commence à partir du 1er septembre, hein, parce que je rappelle que l'année de fonctionnement pour l'école, c'est du 1er septembre au 31 août, donc c'est 3 périodes comme ça d'1 an. Donc, vu la commission administration générale finance du 25 novembre, on nous demande d'adopter la convention avec l'école de musique de Guidel pour la période du 1er octobre 2024, non, du 1er septembre 2024 au 31 août 2027. Est-ce que qui vote contre? Donc, oui. Et qui s'abstient? 5. Bon, adopté. Merci. Alors, nous allons maintenant passer au RIVZEP. Alors, ce sont tous des termes un peu compliqués. Le RIVZEP, là, ce premier point concernant le régime indemnitaire concerne l'ensemble des salariés de la commune, à l'exception notable de la police municipale, qui va être traitée dans le bordereau suivant. Donc, le RIVZEP est un système indemnitaire qui a été mis en place, qui a été instauré par délibération du 3 juillet 2018. Donc, ce n'est pas aujourd'hui. Hein, ce régime indemnitaire, il est prévu légalement une revalorisation par période successive de 4 ans, je crois. Hein. Alors, ce qu'il convient de dire, c'est que ce régime indemnitaire est composé de 2 parties. Il y a une partie qui s'appelle le CIA, complément indemnitaire annuel, qui est versé, comme son nom le dit, annuellement.
et qui est basé sur la manière de service. Pardon. Il y a pas mal de... Voilà. Le CIA, qui est basé sur la manière de servir des agents, cette partie annuelle a fait l'objet d'une revalorisation en 2023, par anticipation. Nous allons maintenant parler de l'IFSE, l'indemnité de fonction, de suggestion et d'expertise, pour lequel nous proposons une revalorisation en 2025. C'est une grille de calcul un peu complexe, hein. Il y a 4 groupes, et il convient d'apprécier la responsabilité en matière d'encadrement en particulier, la technicité, l'expertise nécessaire pour les agents et les contraintes. Et eu égard un petit peu à l'attractivité un peu faible des rémunérations dans la fonction publique territoriale, nous proposons de l'augmenter sensiblement, ce régime indemnitaire, de 50% pour le groupe 4, donc le groupe le plus bas, et puis ensuite on va diminuer de 7% en 7%, 43% pour le groupe 3, 36% pour le groupe 2 et 29% pour le groupe 1. Le coût annuel de cette revalorisation est estimé à 155 000 € en année pleine, un coût chargé. Je rappelle à ce moment que la masse salariale est de l'ordre de 5 400 000 €. Cela représente environ 2,8% d'augmentation, sachant que ce sont des sommes qui n'ont pas évolué depuis 4 ans. Donc, c'est pas forcément... les montants sont importants, mais pendant 4 ans, c'est resté absolument linéaire. Il y a un deuxième point dans ce bordereau qui concerne le RIVZEP, c'est le traitement de congés particuliers. En effet, lors de sa création en 2018 dans notre entité, le RIVZEP a été perduré pendant les congés de longue maladie, les congés de longue durée et les congés de grave maladie. Or, il y a un décret qui est 2024-641 du 27 juin de cette année qui modifie ces règles, en particulier pour la fonction publique d'État, et qui n'accorde le maintien de ce régime indemnitaire que pour les congés de longue maladie et les congés de grave maladie, et ceci de la façon suivante, 33% la première année, 66% pour la seconde et la troisième année. Donc, on se met en conformité avec ce nouveau décret et on propose de l'incorporer dans ce bordereau. Voilà. Donc, on a débattu en CST et en commission finance. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Bien, dans ce cas, je vous propose que nous passions au vote. Alors, vu le CST, le comité social territorial du 25 novembre, et vu la commission administration générale finance du même jour, du 25 novembre, il est proposé de décider d'augmenter les montants planchers et plafonds de l'IFSE, comme on l'a expliqué tout à l'heure, en particulier au travers de pourcentages, et d'appliquer les mesures relatives au régime de certains congés pour raison de santé aux fonctionnaires territoriaux pour se mettre en conformité avec le fameux décret 2024-641 du 27 juin. Et ceci à compter du 1er janvier 2025. Est-ce qu'il y en a qui votent contre? Est-ce qu'il y en a qui s'abstiennent? Adopté. Alors, tout à l'heure, je parlais de tous les employés de la commune, à l'exception de la police municipale. Nous allons maintenant parler du régime indemnitaire de la filière de la police municipale. En particulier de l'instauration. Alors là, tout à l'heure, je parlais de l'IFSE. Là, maintenant, attention, il ne faut pas se prendre les pieds dans le tapis, c'est l'ISFE. Voilà. Donc là, on va parler maintenant de l'instauration d'une indemnité spéciale de fonction et d'engagement, ISFE. Lors de la création du RIVZEP, la police municipale était exclue de ce régime de par les textes. Or, le décret 2024-614 du 26 juin, il prend la dénomination de régime ISFE. Je ne veux pas vous refaire toute la lecture de ce que ça signifie. Les bénéficiaires de cette IFSE sont les chefs de service de la police municipale et les agents de la police municipale. Il se compose en deux parties, une partie fixe et l'autre, sans grande surprise, une partie variable. La part fixe de l'ISFE est plafonnée à 32% pour les emplois de chefs de service de la police municipale
et à 30% pour les cadres des emplois, les cadres des agents de police municipale. Là, je parle de pourcentage par rapport au salaire de base, au salaire de référence. Cette prime est versée mensuellement. Il y a une partie variable aussi qui résulte de l'examen des compétences professionnelles et techniques, des compétences relationnelles et aussi de la qualité d'encadrement ou d'exercer des fonctions au niveau supérieur. En gros, c'est l'expertise. Cette partie variable est également versée mensuellement. Elle est plafonnée au niveau annuel à 2 500 € pour les cadres d'emploi des chefs de service de la police municipale et 2 200 pour les agents de police municipale. Et comme on ne sait pas faire des choses très simplement, il y a aussi un dispositif de sauvegarde, puisqu'on passe d'un régime à l'autre, il faut que les salariés concernés ne perdent pas. Donc il y a ce qu'on appelle un dispositif de sauvegarde qui permet de compenser dans le cas où il y aurait une légère perte pour les salariés. Le coût de cette mesure, je parle là de rémunération brute, est de, je crois, 2 700, un peu moins de 3 000 € à l'année. Voilà ce que l'on peut dire pour la police municipale, qui vont intégrer un système un petit peu dont le fonctionnement se rapproche un peu du RIFZEP. Ce n'est pas tout à fait le même, mais qui vont avoir leur propre système. Voilà. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Non. Donc, dans ce cas, nous allons procéder au vote. Donc, vu l'avis de la commission administration générale, le CST déjà, du 25 novembre, et de la commission administration générale finance du même jour, du 25 novembre, il nous est demandé de décider d'instaurer l'ISFE pour les personnels de la filière de la police municipale, comme nous venons de l'évoquer, et d'abroger les délibérations qui portaient sur leur ancien système, à savoir l'indemnité spéciale mensuelle de fonction et l'indemnité d'administration et de technicité. Donc, on substitue ce nouveau service ISFE à l'ancien. Est-ce qu'il y a des personnes qui votent contre? Est-ce qu'il y en a qui s'abstiennent? Adopté à l'unanimité, merci. Alors, vous allez encore me suivre pour un bordereau. Hein, c'est donc la mise à jour du tableau des effectifs et la suppression de grades. Donc, conformément à la loi de 1984, les emplois de chaque collectivité et établissement sont créés ou supprimés pour être complètement toujours mis à jour. Là, il nous a proposé de supprimer des postes, des grades, qui existent et qui ne sont pas pourvus. En l'occurrence, il y a 4 postes, 4 grades, confusion entre postes et grades, 4 grades qui concernent un recrutement qui a été fait en matière d'urbanisme, où nous avions ouvert plusieurs grades, savoir avant le recrutement. On a recruté une personne qui a occupé un des 5 grades que nous avions prévus. Nous supprimons les autres. Et ensuite, il y a des suppressions de grades pour des départs en retraite et des radiations, y compris procédures disciplinaires. Et un grade pour un licenciement lié à une inaptitude physique. Des prises de parole? Non. Donc, nous allons procéder au vote. Après en avoir délibéré et vu l'avis du comité social territorial du 25 novembre et de la commission administration générale finance du même jour, vous nous autorisez les suppressions des postes présentés à compter du 5 décembre 2024. Qui vote contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci Patrice. Merci tout le monde. Je vais passer la parole à Jean-Jacques pour qu'il nous présente le renouvellement de la convention qui est signée depuis de nombreuses années entre la ville et la Fondation Kerjean. Merci. La Fondation Guy, Louise, Henri, Diane, Jean, Marie-Blanche de Polignac, dite Fondation Kerjean, créée en 1995, accueille à Guidel des artistes et jeunes talents de la musique classique contemporaine, auxquels elle donne l'opportunité de se faire entendre auprès d'un large public. La Fondation Kerjean organise durant l'année à Guidel des manifestations musicales à entrée libre ou payante auprès de publics diversifiés, adultes, jeunes, scolaires.
La commune de Guidel soutient ces initiatives et participe à la promotion de ces activités artistiques de la Fondation. Il sera donc proposé au conseil municipal d'adopter une nouvelle convention afin de formaliser les engagements respectifs de la commune et de la Fondation pour l'année 2024-2025. Donc ainsi, au terme de cette convention, les subventions attribuées à cette fondation pourraient être les suivantes. Donc je ne vais pas vous en faire lecture, hein, ils sont sous vos yeux. On a calculé que ça faisait quand même une douzaine de prestations pour un coût qui reste très modéré puisqu'il est de 3 500 €. Donc le conseil municipal, après en avoir délibéré, et vu la commission culture, animation, jumelage, manifestation du 19 novembre 2024, vu la commission administration générale, finances, ressources humaines et relations avec les partenaires institutionnels en date du 25 novembre 2024, devra adopter la convention avec la Fondation Kerjean pour l'année scolaire 2024-2025 et autoriser Monsieur le maire à signer la convention avec la Fondation. Y a-t-il des questions particulières? Non. Bon, alors, tu peux peut-être rajouter quelque chose. Tu veux rajouter quelque chose? Oui, juste pour rappeler que c'est un partenariat ancien qui s'appuie aussi sur les équipements communaux, puisque vous voyez à l'Estran, vous voyez dans les écoles, vous voyez à la médiathèque, et que ça contribue tout à fait à l'animation musicale. Alors quelqu'un a parlé tout à l'heure de différence entre l'école de musique et la Fondation Kerjean, mais on est dans des registres différents, et la Fondation dispose par ailleurs d'autres moyens que n'a pas l'école de musique, hein, je me permets de le dire. Quoi, hein. Non, Voilà. Et puis il faut souligner effectivement que les intermèdes musicaux qui sont faits à la médiathèque remportent un vif succès à chaque fois. Ouais, et que c'est entrée gratuite. Il n'y a plus de place, quoi, souvent. Ouais. Et que c'est entrée libre, donc c'est plutôt bien. Quoi. Voilà. Donc Jean-Jacques, tu peux soumettre donc, au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté. Merci. Merci. Christian, est-ce que tu veux parler des terrains de Kergoise? Donc c'est un échange de parcelles entre Morbihan Habitat avec la requalification urbaine de Kergoise. Donc le conseil municipal, lors de la séance du 3-10-2024, a déclassé environ 764 mètres carrés de terrain dans la parcelle CI 45 et 280 mètres carrés dans le domaine public rue 19 mars 1962. Les terrains faisant à présent tous partie du domaine privé, il s'agit d'autoriser une cession avec échange à l'euro symbolique avec Morbihan Habitat. Donc il y a 4 parcelles concernées, la CI 62, CI 65, CI 66P pour une surface totale de 806 mètres carrés que la commune donc, va céder à Morbihan Habitat. Et il y a la CI 64 donc, qui fait 1061 mètres carrés qui va être cédée donc, de Morbihan Habitat à la commune. En fin de compte, hein, c'est juste pour pouvoir faire les travaux, que la partie agrandir un peu les parties espaces verts autour des routes, tout ça, que nous, on a besoin de surface. Et eux avaient aussi besoin d'une petite surface pour la construction. Donc voilà, on a échangé donc, ces terrains. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, vu les avis du domaine du 27-10-2023 et du 8-1-2024, vu la délibération du 3 octobre 2024 consultant la désaffectation, vu l'avis de la commission travaux, urbanisme, environnement, transition et sécurité du 20 novembre 2024, dit qu'il s'agit d'un échange sans soute de part ni d'autre, dit que les terrains appartiennent au domaine privé communal, et donc je vous demande donc d'autoriser une cession avec échange de ces terrains au profit donc de Morbihan Habitat pour à l'euro symbolique. Voilà. Et donc, je vous demande aussi l'autorisation donc, pour que monsieur le maire puisse signer les actes et documents nécessaires à ces échanges. Dit que les frais aussi d'enquête publique seront partagés. On va passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Kervignou. Ouais.
Alors, Kervignou, c'est juste une régulation de l'assiette d'un caniveau à Kervignou. C'est un habitant, en fin de compte, qui souhaite construire un mur en façade de sa propriété. Or, il y a un caniveau communal qui empiète sur sa parcelle. Donc, il nous propose de nous céder gracieusement le terrain d'assiette, ces 3 mètres carrés, afin de redéfinir les limites de sa propriété et de pouvoir déposer donc une demande de clôture. Les frais d'acte et de géomètre sont donc à la charge de la commune. Et donc, bon, ça a été présenté en commission travaux le 20 novembre. Et je vous demande donc d'autoriser l'acquisition de la parcelle BI 91 d'une surface de 3 mètres carrés appartenant à M. Le Goff pour l'euro symbolique. Et donc à autoriser M. le maire à signer les actes et documents nécessaires à cette acquisition. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Bien, merci Christian. Alors après... Merci. Il s'agit après de dénommer des voies alors attendez que je ne dise pas de bêtises. La première, c'est une voie à Scubidan. Donc il s'agit de dénommer une impasse au nord-ouest des opérations en cours par Nexity sur l'ancien centre de vacances d'Air France à Scubidan. Et à l'exception de la dernière voie qui est nommée rue du docteur Clemens Kopp, en mémoire d'un ancien maire de Poulheim, qui était très impliqué dans le jumelage d'ailleurs, et dont il était récemment devenu maire honoraire, décédé en décembre 2021. Ce sont des noms de personnages de l'aéronautique qui ont été donnés dans ce quartier. Et pour rester dans le thème des aviatrices célèbres, après les noms d'Hélène Boucher, de Jacqueline Auriol qui ont déjà été attribués, il a été proposé de nommer cette voie Allée Marie Marvin. Et pour ceux qui l'ignoreraient, Marie Marvin est une pionnière de l'aviation, inventrice, sportive, alpiniste, infirmière, et elle était aussi journaliste française. Elle est née en 1875, elle est décédée en 1963. Alors ça a été discuté en commission, puisque plusieurs, dont Georges nous avait proposé une liste de personnes. Et puis l'accord s'est fait sur cette proposition que je vous demande de bien vouloir approuver, à moins que quelqu'un veuille dire quelque chose ou faire un commentaire. S'il n'y a pas de souci de ce côté-là, je mets ça aux voix. Quelqu'un est-il contre? Personne. Quelqu'un veut-il s'abstenir? Personne. C'est adopté. Je vous en remercie. Et la délibération suivante, alors c'est la dénomination de voies. Alors c'est pour l'adressage en fait. Les services postaux, etc. nous ont demandé de régulariser cette affaire-là. Ça concerne la route départementale 152, qui est plus familièrement connue sous le nom de route côtière. Donc plusieurs constructions sont accessibles depuis donc la route côtière, sans avoir d'adresse officielle. Et cela, nous disent les services postaux, crée des confusions. Ça concerne les résidences touristiques de Bellambra et des Marines et Odalis Fleur de Sel. Mais ça va concerner aussi la base nautique du Sémaphore, le fort du Loc, le Maeva, etc., etc. Et il y aura un point particulier après pour la route des Allemands. Donc, en vue d'identifier ces habitations et entreprises accédant depuis la route côtière et la route des Allemands afin de les enregistrer, il est proposé de les dénommer. Alors, la RD 152 route côtière, on propose de l'appeler route de l'Atlantique et on s'est rappelé qu'on devait faire aussi du bilinguisme, et donc on l'appellerait End Armor Atlantel. Pour ceux qui connaissent, c'est le chemin de la mer Atlantique, donc c'est la route de l'Atlantique. En ce qui concerne ce qu'il est convenu ou ce qu'on a l'habitude d'appeler la route des Allemands, il y a une précision à apporter. Cette route a été construite, et elle tire son nom de là. La route a été construite pendant les années d'occupation, les années de guerre, par les forces d'occupation. Elle servait d'ailleurs à évacuer sur des petits wagonnets et des camions du sable et des galets qui étaient prélevés dans l'estuaire de l'Aïta pour aller vers la base des sous-marins à Lorient. Mais cette route-là n'a jamais eu d'existence légale. Et certains se rappellent peut-être, sinon je vous le redis, que
il y a, je ne sais plus, un peu plus de 10 ans, 10, 15 ans, quand on l'a c'était Emmanuel Janssen qui était adjoint aux travaux, quand on l'a remise en état, parce qu'avant c'était des plaques de béton, hein, ceux qui vous rappellent, quand on l'a remise en état, on a donc demandé les autorisations et un peu de subventions, etc., au pouvoir public. Et la sous-préfecture nous avait répondu qu'elle ne pouvait pas subventionner officiellement une route qui n'avait pas d'existence, parce que par un acte administratif officiel, elle venait légaliser quelque chose qui selon elle, n'était pas légalisable. Donc, bon, on en a pris acte, et la ville a assumé elle-même les frais d'enrobés, etc., qui font qu'elle est quand même plus facile à fréquenter, cette route-là. Et donc, pour contourner cette difficulté-là, on a appelé cet espace la lande du sémaphore. Vous voyez bien, entre la route et le sémaphore, il y a un espace qu'on peut appeler la lande du sémaphore, et ça servira d'adresse au centre de vacances qui est désormais le centre Vacances-Éole, hein, qui était auparavant une partie de Bel-en-Bras, hein, qui était une partie de Bel-en-Bras, qui depuis 3 ans a pris un peu d'indépendance, etc. Et donc, ça leur permettra de situer leur endroit, leur implantation, au lieu dit la lande du sémaphore. En faisant ça, à la fois on donne un nom, et puis on ne cherche pas à officialiser une rue ou une route qui ne pourra pas l'être. Donc, voilà l'explication de la lande du sémaphore, et donc lande à sémaphore, vous voyez, ça coule de source. Et donc, s'il y a des commentaires, c'est le moment. Sinon, on va soumettre ça à votre approbation. Je ne sais pas, pas de commentaires, pas de questions. Donc, qui est contre ces 2 appellations? Personne. Qui s'abstient? Personne. C'est adopté. Je vous en remercie. Et je vais passer maintenant à nouveau la parole à Christian, qui va nous faire un compte rendu du rapport d'activité 2023 de Morbihan Énergie. Donc, créé par Morbihan Énergie a été créé par arrêté préfectoral donc en 1865 par la volonté des élus. Morbihan Énergie est un établissement public de coopération intercommunale, EPCI. À fin 2023, il fédère l'ensemble des 249 communes du Morbihan et 11 EPCI à fiscalité propre, une population de plus de 751 309 habitants. Dans le domaine de l'électricité, en sa qualité d'AOD, Morbihan Énergie est chargé notamment de contrôler les concessionnaires, développer et renforcer les réseaux de distribution. Outre l'électricité, Morbihan Énergie exerce des missions de maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre et conseil dans les domaines de compétences suivants: éclairage, numérique, énergie renouvelable, rénovation énergétique des bâtiments, mobilité durable, infrastructure, télécom, SIG. Le comité de Morbihan Énergie est constitué donc de 66 membres élus par les communes. Le comité syndical, le bureau a pour rôle de définir les orientations du syndicat. Et au 31 décembre 2023, il est constitué de 28 membres, un président, 8 vice-présidents, 18 membres représentant les communes et un membre représentant les EPCI adhérents à Morbihan Énergie. Donc le nouveau président est donc Gwen Lenné depuis le 2 octobre 2023. Et aujourd'hui, et au 31 décembre 2023, donc Morbihan Énergie comptait 66 agents. Donc on avait présenté ça en commission travaux le 20 novembre. Et donc on vous demande de prendre acte de la communication du rapport annuel 2023 de Morbihan Énergie. Y a-t-il des commentaires ou des demandes de précision, des questions? Donc, je vais prendre acte. Tout le monde prend acte du fait que cette question a été abordée. Voilà, bien. Eh bien, écoutez, nous arrivons à la fin de notre ordre du jour. Donc, je dois faire savoir que la feuille de présence circule et qu'il faut la signer, ne pas l'oublier. Écoutez, en tout cas, merci à tous et à toutes, et puis bonne fin d'année. Je ne parle pas. Ah oui, si, pardon. Ouais. Christian me rappelle quand même que
va, c'est une information, hein, c'est hors délibération, etc. On va lancer une opération relativement importante sur l'élagage en bordure d'un certain nombre de routes sur la commune. Hein. Un premier inventaire a été fait avec des appréciations et des évaluations sur les problèmes de sécurité que ça peut poser à certains endroits. Donc ça va être fait assez rapidement. Hein. Il y aura une présentation plus complète en commission de travaux. Et puis, les propriétaires, une première chose va être faite et les propriétaires seront après officiellement saisis pour qu'ils se mettent eux-mêmes en conformité là où ce sera nécessaire. Voilà. Hein, je pense qu'on a vu ça avec les services techniques, avec Christian. Il y a eu un certain nombre de professionnels qui ont été sollicités. Alors, je pense à la police, mais aussi aux chauffeurs de bus, aux ambulanciers, etc., pour nous rappeler et nous signaler les endroits les plus dangereux, ceux où la ville doit intervenir. Évidemment, la profession agricole l'a été. Et donc, c'est quelque chose qui va être fait maintenant dans les mois qui viennent. Voilà, c'est plus quelque chose d'ignoré. Merci. Et bonne soirée à tout le monde et bonne fin d'année alors aux uns et aux autres.